Il est 9h23 sur Sud Radio et nous sommes en compagnie de Sophie Braun pour son livre sorti aux éditions du Mot Conduit, La tentation du repli, dans lequel elle nous raconte ceux qui, comme nous et comme certains, comme tous, peuvent vivre l'isolement difficilement, ont du mal à ressortir de chez eux. Hein. C'est ça, Sophie Braun. Oui, bonjour, merci de m'inviter. Oui. Alors, effectivement, parce que vous abordez toutes les phobies, les addictions et les peurs, hein, les craintes, hein, c'est cela. Et là, comme le disait Judith, avec la sortie en fait de ce confinement, pour beaucoup, ça va être la crainte, hein, de nouveau de sortir, d'être trop près des uns des autres, qui s'est installée aussi dans notre société, non ? Oui, absolument. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre il y a 4 ans, c'est-à-dire bien avant l'arrivée du Covid, parce que je constatais que des jeunes, des patients, des moins jeunes, commençaient à rester chez eux de plus en plus. On connaît le phénomène, hein, les séries Netflix, voilà. Ouais. Donc même des gens, des jeunes ingénieurs, des jeunes femmes médecins qui rentraient le soir chez elles, qui travaillaient toute la journée, elles rentraient le soir chez elles. Elles avaient un chat, enfin elles ont toujours un chat, et elles mettent le chat sur leurs genoux, elles se font livrer un truc à manger, et elles regardent. C'est une histoire vieille comme le monde, la vieille fille et son chat. Mais c'est pas des vieilles filles, elles ont 23 ans. Non, mais vous avez raison. Mais elles ont 23 ans, elles sont bien sûr mignonnes comme tout, intelligentes. Voilà. Ou les garçons qui passent leur nuit à jouer sur des jeux vidéo et qui ne sont plus en lien avec les autres. Hein. Donc c'était bien avant le Covid. Et curieusement, le Covid arrive et renforce tout ça. C'est incroyable. On dirait qu'il met une loupe sur cette question de la difficulté de la relation à l'autre. Et ça devient de plus en plus fort. Et aujourd'hui, alors les annonces de déconfinement, c'est vraiment une très bonne chose. C'est enfin une décision politique. Hein. Et moi, j'ai vu aussi, au moment du deuxième confinement, comment une décision politique redonnait de l'espoir aux gens. Et comment à chaque fois qu'on nous annonce quelque chose qui n'est pas seulement du sanitaire, ça redonne des possibilités de projet à chaque individu. Ça, c'est vraiment important. Mais il y a toute une frange de gens qui se sont bien adaptés au repli sur eux, à rester chez eux, qui ont peur. Le monde est devenu encore plus toxique qu'avant. Ils sont presque allergiques et ils risquent de rester chez eux. Et ceux-là, c'est vrai, vous avez raison, il va falloir qu'on aille les chercher. Il ne faut pas qu'on les laisse tout seuls chez eux, à pas ressortir. Et comment on fait pour les faire ressortir, justement ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire passer cette peur qui les fige, hein, finalement, hein, Absolument. C'est une très bonne question. Je vous remercie. Ah, vous êtes psychanalyste, donc spécialiste. Je suis psychanalyste. Alors, en tant que psychanalyste, j'ai 2 types de réponses. J'ai une réponse individuelle. Je crois qu'il faut que chacun soit attentif aux gens autour de lui et aille chercher ceux qui restent cachés à l'intérieur et qui ont peur. Et il faut les rassurer. Ça va pas se faire tout de suite, ça va se faire avec du temps. Il faut mettre de l'attention, il faut mettre du temps, il faut aller les chercher. Ça, c'est la réponse individuelle de la psychanalyste. Mais la psychanalyse, c'est pas seulement individuel, c'est aussi social. Parce qu'en fait, on vit dans une culture et nos psychismes sont totalement dépendants de la culture dans laquelle on vit, évidemment. Et donc, il va falloir aussi que socialement, on prenne en compte tous ces gens-là. Recréer le lien, en fait, avec ces gens-là. Absolument. Recréer du lien. Alors, ça ne veut pas dire les considérer comme des victimes ou comme des malades. Hein. Je crois que c'est 2 écueils très forts aujourd'hui dans notre société. On met les gens dans des catégories, on dit « Ah, les pauvres, ceux-là, ils vont pas bien ». On crée une nouvelle catégorie et puis on va soigner cette catégorie. Bon, je crois qu'il n'est pas question de les soigner, il est question de leur redonner de l'espoir. Et l'espoir aujourd'hui, c'est pas... on va recommencer à boire une bière sur une terrasse. C'est très sympa. J'ai très envie d'aller boire une bière sur une terrasse. En même temps, j'aime pas la bière. Donc voilà. Il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Mais vraiment, je suis heureuse et ravie à l'idée que je vais revoir les gens que j'aime, que je vais pouvoir me balader avec eux. Enfin, je veux dire, toutes ces annonces de déconfinement nous redonnent de l'espoir. Bien sûr. Mais c'est pas suffisant. Il va falloir aussi peut-être qu'on trouve un projet collectif, un vrai projet collectif de reconstruction après le Covid, de société. Et que ce projet collectif mobilise aussi ces gens-là. Voilà. Et ça, je crois, ça redonnera de l'espoir. Parce qu'en fait, les gens qui sont chez eux aujourd'hui et qui veulent plus ressortir, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et qui n'ont pas vraiment, ils trouvent plus de sens aux choses. À quoi ça sert de ressortir ? À quoi ça va leur servir, hein ? Et c'est vrai que si notre proposition, c'est génial, on va retrouver l'art de vivre à la française et on va retourner boire une bière en terrasse. Et je suis heureuse pour les restaurateurs qu'on rouvre les restaurants et les cafés. Mais
quand même, c'est pas suffisant. Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Sophie Braun, la tentation du repli, avec beaucoup de témoignages dans votre livre, des patients qui sont passés chez vous et qui souffrent véritablement. Ils n'arrivent plus, mais indépendamment donc du Covid, quoi. Pourquoi on n'arrive pas à aller passer un examen? Pourquoi on n'arrive pas à retourner en fait au travail? Pourquoi? D'où ça vient ce mal qui est profond de beaucoup de personnes. On voit ça dans un instant ensemble et vous pouvez réagir au 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Judith Belair. Vous êtes bien dans le Grand Matin Sud Radio qui continue avec notre invitée Sophie Braun, qui est psychanalyste et qui a écrit un livre, La tentation du repli, aux éditions du Mot Conduit, qui nous parle des burn-out, des fatigues chroniques, des phobies sociales et autres choses que nous vivons ou que certains vivent actuellement, qui ont du mal à ressortir de chez eux suite à cette période compliquée et inédite qu'on vit tous. Ouais. Mais pas seulement aussi. Vous recevez beaucoup de patients et vous voyez à travers ça que il y en a. C'est quoi? C'est maladif, c'est culturel. Ça vient d'où justement l'ensemble des peurs, des angoisses? Alors, déjà, je trouve très très intéressant ce que vous avez dit. Moi, je pense que on met des noms différents à un phénomène qui est le même. On dit burn-out, on dit phobie scolaire, on dit phobie sociale. On a plein de petits noms comme ça. Alors, on met les gens dans des cases et du coup, on regarde pas le phénomène global. Le phénomène global, il me semble, c'est que on a de plus en plus de mal à être en relation les uns avec les autres. Et l'autre devient toxique. L'autre, il est presque un ennemi. Il est porteur de virus déjà. Alors déjà maintenant avec le Covid, il est porteur de virus. Mais déjà avant, à la base, il nous regardait mal, il nous aimait pas, il voulait pas qu'on réussisse. Enfin, on est vraiment dans une sorte de perte du sens de la relation. Et ça, je trouve que c'est le plus grave parce que, en fait, la relation, c'est la base de la vie. L'homme, c'est un animal social. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Roumanie quand on a retrouvé des orphelinats après Ceausescu. Oui. Il y avait des enfants, on voulait pas qu'ils aient de l'affection. Eh ben, il n'y en a pas un qui a réussi à parler. Il n'y en a pas un qui a accédé au langage et qui réussissait après à être en lien avec quelqu'un. Donc le sens de la relation, c'est vraiment ce qui est le plus important pour l'être humain. Et on est en train de le perdre. Et il y avait une question que je vous posais hors antenne, mais que je vais du coup vous reposer maintenant pour nos auditeurs. Est-ce que c'est pas un refus finalement? L'homme, c'est un animal mutant, il s'adapte à toute situation, à tout problème météorologique et tout le tintouin. Est-ce que finalement, parler que les gens qui bloquent comme ça, est-ce qu'ils refusent pas justement cette mutation auquel on assiste actuellement? On est en train de muter, on est dans une nouvelle société virtualisée, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas un refus de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une peur de cette nouveauté finalement? Alors, qu'il y ait des peurs, c'est certain. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un refus ou est-ce que le psychisme humain, là, arrive à un niveau où peut-être il ne peut plus s'adapter à la vitesse à laquelle on lui demande de s'adapter. Et c'est pas impossible parce que quand même, on le voit, ça va trop vite. Très, très, très rapide aujourd'hui. Les mutations technologiques, les changements sont très, très rapides. Et on continue d'élever les enfants comme si notre psyché ne changeait jamais. Et qu'on était les mêmes que il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Or, il y a un phénomène quand même extrêmement important qui est, je crois, le fait de se sentir des individus de plus en plus. On s'individualise de plus en plus. On a tous envie d'être reconnus comme individus uniques. Et en même temps, on se heurte à des systèmes quand on arrive à l'école, par exemple, ou quand on arrive dans le monde du travail, où on est pris dans une masse et on n'est plus reconnu. Alors d'un côté, on a été élevé, on le sait aujourd'hui, un peu comme des enfants rois, parce que il y a moins d'enfants dans les familles, etc. Enfin, donc il y a des mutations extrêmement importantes et on n'a pas de pédagogie de ces mutations. En fait, on s'y intéresse pas vraiment. Et on dit aux gens, adaptez-vous, adaptez-vous, adaptez-vous. Mais à un moment donné, le psychisme craque, surtout chez les plus sensibles. Oui. Alors je voulais juste revenir pour donner quelques chiffres, parce que ce phénomène de repli sur soi, si on le regarde par exemple au Japon, il y a des gens qu'on appelle les hikikomori. Ce sont des gens qui s'enferment dans leur chambre et qui n'en sortent plus. Ça fait une 30aine d'années que le phénomène existe, mais vraiment, ils n'en sortent plus. Il y en a qui ne sont pas sortis depuis 20 ans ou 30 ans. Comment ils font? Ils font tout livrer. Il y a des gens qui leur amènent à manger. Alors quand ils sont jeunes, c'est les parents qui amènent à manger, qui amènent aussi, excusez-moi des détails, mais des seaux pour qu'ils puissent déféquer par exemple, parce qu'il y en a qui ne sortent même pas pour aller aux toilettes. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont complètement reclus dans leur chambre. Combien ils sont au Japon aujourd'hui? Ils sont plus de 600 000. 600 000 personnes dans ce cas. Ils sont enfermés chez eux depuis 20 ans. Oui.
enfermés chez eux, pas tous depuis 20 ans, 5 ans, mais en tout cas, oui. Certains depuis 6 mois, certains depuis 20 ans. Ils sont, et on pense peut-être même plus de 600 000. Parce que la pression au Japon de la société est encore plus forte que chez nous. Mais ce phénomène-là est en train d'arriver en France. Il est en train d'arriver dans nos pays européens. Ça veut dire que la pression qu'on exerce à un moment donné sur le psychisme humain est trop forte pour la capacité des plus sensibles de la supporter. Oui, et est-ce que, alors, parce qu'en France, on a un taux de suicide qui est assez élevé, est-ce que certains sont dans ce cas de figure, quoi, mais plutôt que de s'enfermer, ils préfèrent, entre guillemets, disparaître ? Alors, c'est certainement... Est-ce que c'est un peu la même démarche, entre guillemets, hein, donc c'est se couper de tout, quoi, du monde, quoi. Oui. Très curieusement, je pense qu'une tentative de suicide, c'est souvent un appel au secours, et c'est déjà une tentative de révolte. C'est déjà dire, je souffre et j'essaye de l'exprimer. Voilà. Alors que les gens qui s'enferment dans leur chambre, ils sont vraiment, je trouve, dans un désespoir absolu. Ils ont le sentiment qu'il n'y a même pas quelqu'un qui va pouvoir venir les aider. Alors ils restent dans un cocon. Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction aujourd'hui, il parle de la société du techno-cocon. Il dit en fait, toute notre technique, elle nous sert à créer des nouveaux cocons. C'est vrai, notre téléphone, c'est un doudou en fait. On peut pas s'en passer. Enfin, moi, je suis complètement addict à mon téléphone. Si je le perds, je suis perdu. Mais en même temps, il y a des moments où je me dis, mais quand même, reprends-toi, va voir des gens plutôt que de rester à regarder une série sur Netflix. Mais il y a des gens qui n'arrivent plus à avoir ce petit recul-là. Cette démarche, oui. Au 0826 300 300, nous avons Judith. Jacques, oui, c'est tout ça. À fait. Jacques dans la Manche qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis ravi d'être sur votre radio, d'abord parce que vous laissez libre parole. Oui. Et je suis surtout ravi d'entendre les propos de votre invité. Oui. Parce que ça correspond tout à fait à notre philosophie. J'aurais un mot important à dire. Oui, Jacques. Simplement, l'humain. On est en train d'oublier dans cette société l'humain. Ce qui veut dire que depuis 1983, la destruction des services publics, le contact, la relation, l'échange disparaît petit à petit. Ça, c'est une chose importante parce que j'ai un vécu gilet jaune, je vous le cacherai pas. Et dans ces fameuses cabanes où on a été souvent méprisé, on a reçu pour Saint-Lô, on a reçu beaucoup de gens qui étaient dans la misère et dans la misère mais mentale. Et donc, on a apporté notre petite pierre à ça. Oui. Et un autre exemple, là, sur les informations récentes, un directeur de 3 EHPAD démissionne. Il ne supporte plus de ne pas pouvoir donner à ses patients une qualité de relation humaine. Et ces personnels travaillant dans des conditions lamentables. Donc, ça veut tout dire, ça. Ça veut dire que on a misé sur la rentabilité au lieu de miser sur la qualité des relations que nous avions sur le plan social. Et le mental est beaucoup touché actuellement. Et les propos de votre invité sont tout à fait évidentes. Hein. Il y a eu aussi une politique économique qui a contribué à isoler. C'est-à-dire que, oui, Jacques, alors je ne sais pas quel âge vous avez, Jacques, mais... 72 ans. 72. Bon, c'est vrai que vous avez connu la période aussi probablement où il y a eu de l'enthousiasme et de l'espoir, en disant que tout allait s'améliorer, etc., et que ça avançait. On sortait en fait de la guerre, il y a eu cette période. Et puis ensuite, on est arrivé, alors pas face à un mur, parce que la société française quand même reste par rapport à beaucoup d'autres agréable et vivable, mais avec une pression peut-être de plus en plus forte parce que c'est l'incertitude de l'avenir, c'est ça en quelque sorte, quoi, non ? Il est évident que moi, je reconnais que j'ai vécu les plus belles années et que on a été égoïste. Hein, moi, je le reconnais. Là, je me suis bien sûr, j'ai recorrigé mon comportement parce que je me dois. Vous avez été égoïste comment, mon cher Jacques ? Parce qu'on a été dans le consumérisme, on a eu des facilités pour accéder à beaucoup de choses dans le modernisme, et on a oublié que nous étions dans une société
où il y a du partage et tout cela. Mais moi, je l'ai vécu par le fait également du syndicalisme. Hein. Donc, ça me fait mal actuellement de voir comment notre société est complètement isolée. On a les Restos du Cœur, par exemple. Ouais. Les Restos du Cœur, pour moi, c'est une chose où on remplit un cabas, et moi, je suis content pour ces gens-là, mais ils rentrent chez eux, et ils sont encore isolés. C'est pas ça la relation. La relation, c'est quelqu'un qui frappe à ma porte, que j'invite à ma table, et puis ensuite qu'on discute. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est aussi qu'on rentre chez vous ou qu'on se revoit dans des lieux de convivialité, Sophie Brown. Hein. Oui. Restez avec nous, Jacques. Oui, merci Jacques de ces jolis mots que sont relation, partage. C'est très important. Moi, je ne crois pas que c'était mieux avant. Et je pense qu'on contribue aussi à une forme de désespoir des jeunes en disant on a vécu les 30 Glorieuses, c'était vraiment mieux, et maintenant on va vers du pire. Je pense qu'on est la première génération, ou une des premières générations, à penser, pour certains d'entre nous, que nos enfants vivront moins bien que nous. Eh bien, moi, je crois pas. Je pense qu'ils vont inventer des nouvelles choses et qu'ils vont vivre autrement. Et j'ai très confiance dans la génération qui arrive et dans leur capacité, justement, de trouver des équilibres entre les forces économiques dont on a besoin et les forces humaines aussi. Et je crois que cette génération-là, elle est là. Je pense par exemple au développement de l'économie sociale et solidaire. Je pense à des tas d'initiatives qui sont faites aujourd'hui, qui sont vraiment dans ce sens-là, et c'est très important. Donc arrêtons aussi de leur balancer toutes nos angoisses dans la figure, et arrêtons de nous dire que c'était mieux avant, parce que là aussi on les enferme. Ça, hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donnons-leur. Le regret, ça n'a jamais aidé personne à avancer, effectivement. Absolument. Voilà, la nostalgie et le regret, ça nous enferme dans quelque chose. Ouais. Pourquoi la relation, c'est important ? Parce que la relation, c'est ce qui nous transforme. Tant qu'on est tout seul chez soi, on peut toujours penser qu'on est vraiment génial, que ce qu'on pense, c'est on a raison, et on va continuer à penser ce qu'on pense. Alors que quand on est en relation avec quelqu'un, en vraie relation, avec quelqu'un avec qui on parle, avec quelqu'un qui nous dit « Non mais là tu dis ça, mais hier t'as dit le contraire, et puis moi je pense autrement, etc. » Eh bien là, il y a une capacité de transformation de soi-même. C'est ça qui est intéressant dans la vie. Est-ce que vous voulez dire aussi, Sophie Brown, à travers vos propos, que finalement, bon, on peut aller, il faut se confier à quelqu'un. Alors évidemment, il y a les psys pour ça, mais il n'y a pas que les psys. Est-ce qu'il faut avoir un confident ? Est-ce que chacun devrait avoir un confident ? Moi, je veux bien faire ça pour vous, Patrick. Comme vous allez me raconter tous vos secrets. Non, mais est-ce qu'il faudrait avoir un confident qui permet d'évacuer un petit peu, quoi, de tout ce qu'on a bien souvent. Mais c'est une question très intéressante. Avant, les religions jouaient ce rôle-là. Oui. Bien sûr, on avait un confesseur, on avait un confident. Aujourd'hui, on n'a plus. Je pense que les psys jouent ce rôle-là, c'est vrai, de pouvoir parler à quelqu'un sans être jugé et en même temps en pouvant être transformé. Ça me paraît vraiment important, cette question de la transformation. Et oui, je pense, mais on a les amis pour ça aussi. On va pas transformer le monde en psy. Oui, non plus. mais est-ce pas tout aux amis. Est-ce qu'on doit tout mélanger justement aussi avec alors ça dépend. Il y a des amis qui sont pas forcément là aussi pour entendre vos problèmes, quoi. Ou alors bien souvent vous avez des amis qui peuvent vous emmener dans une mauvaise spirale aussi, quoi, non ? Absolument. Je pense que on confond beaucoup de choses quand même aujourd'hui. Ouais. On essaye d'avoir des amis qui jouent le rôle de psy. Ouais. On va se confier à eux, ils vont nous écouter, ils vont être complètement ouverts, ils vont nous voilà, cette espèce d'amour inconditionnel qu'on cherche, d'être reconnu. C'est pas tout à fait ça, je crois, la relation humaine. La relation humaine, c'est justement d'accepter que l'autre, il soit pas toujours là où on a envie qu'il soit, comme on a envie qu'il soit, au moment où on a envie qu'il le soit. Ouais. La frustration, c'est absolument fondamental. Or, c'est une des choses qui est en train de disparaître. On ne supporte plus d'être frustré, pas même par ses amis. Et je crois qu'il faudrait... Ça, c'est le modernisme, un peu, ce que disait aussi Jacques, où on veut tout de suite. Jacques, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Oui. Sur ce que l'on disait à l'instant, est-ce que ça correspond un petit peu aussi à votre vision des choses ou pas ? Bien sûr, et je remercie votre invité parce que elle me regonfle le moral. Je voudrais préciser que je n'ai jamais dit que c'était mieux avant. Ouais. Et je m'engage actuellement justement
recorriger. J'ai un petit peu, si vous voulez, comment dirais-je, cette angoisse du passé par lequel je me sens coupable, et je veux absolument, si vous voulez, malgré mon âge, continuer à m'investir justement pour redonner du relationnel, parce que c'est très important, et Madame a raison. C'est ça qui va reconstruire. Ouais. Et je suis confiant dans les jeunes. Et franchement, votre invité me plaît énormément. Bon, alors voilà, son livre, La tentation du repli. Je vous l'enverrai, Jacques. Vous laisserez en fait votre adresse et puis je vous l'enverrai en même temps. Quoi. En tout cas, vous avez une très belle énergie, Jacques. Et ça, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de cette énergie de vie. Oui, et ne pas confondre, vous insistez beaucoup dans votre livre, ne pas confondre d'un côté la solitude, où on a besoin de moments de solitude pour essayer de se ressourcer, c'est ça, et l'isolement, où là, c'est le danger, quoi. C'est exactement ça. La solitude, ça peut être plein. On peut être bien avec soi-même et on a besoin de se régénérer dans cette énergie. L'isolement, on est obligé, il y a quelque chose qui nous oblige à être tout seul. Ce qui est terrible aujourd'hui dans les burn-out graves, par exemple, ou les phobies scolaires ou les phobies sociales, c'est que les gens disent « je veux aller », par exemple, « je veux aller travailler », mais mon corps ne peut pas. C'est le corps qui va avoir une syncope au dernier moment, qui va avoir un malaise et qui fait qu'au moment de franchir les grilles du lycée, par exemple, il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, on est complètement privé de sa volonté. On n'a plus de volonté. Et ça, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Quel conseil vous donnez, alors peut-être pas aux jeunes, mais plus aux parents dans ces conditions, puisque vous avez parlé de cette phobie scolaire qui touche énormément de personnes. Je pense que tous les gamins, à un moment ou à un autre, ont été victimes de ça, touchés par ça. L'esprit et le corps sont liés de toute façon. Si le corps s'arrête, c'est qu'il y a un problème psychique. De toute façon. Absolument. Alors l'esprit et le corps sont liés dans le meilleur des cas. De plus en plus, je crois que c'est coupé. Je crois qu'on coupe les enfants de leur corps, notamment les enfants des villes. Je regardais hier un petit parc de jeux. Il y a un tapis de sol en plastique parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse mal s'il tombe. Et il y a 3 petits jeux comme ça. Et des gamins de 2-3 ans ne savent plus ce que c'est de la terre, du sable, de l'eau. Ils rentrent du parc, ils sont propres. Voilà. Moi, je voudrais des gamins qui rentrent du parc sales. Parce que ça les reconnecte à leur corps et à leurs sensations. Et nos sensations, c'est nos boussoles. Pour revenir au conseil, quel conseil vous pouvez donner ? Évidemment, sachant que chaque cas est peut-être un petit peu particulier, quoi. Bien sûr, chaque cas est différent. Les conseils, c'est d'abord de ne pas désespérer. Il y a des tas de gens qui traversent des périodes difficiles, surtout à l'adolescence, mais même plus tard, et qui ensuite trouvent leur force de vie. Donc vraiment ne pas désespérer et surtout ne pas leur en demander trop. Quand quelqu'un s'arrête, quel que soit l'âge qu'il a, c'est que quelque chose ne peut plus supporter la pression du monde. Alors on le remet un petit peu dans la vie pour qu'il retrouve son désir. Parce qu'en fait, la question quand même, c'est la question du désir. Et on vit dans une société, je crois, où le consumérisme gave les gens. On est gavé. C'est bien de vouloir un nouveau téléphone, mais la satisfaction, elle dure 10 minutes, ou elle dure peut-être 3 jours ou 8 jours. C'est pas un sens dans la vie, c'est pas ça qui nous anime. Et donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. On ne va pas aller contre le consumérisme, mais on pourrait peut-être le rééquilibrer avec d'autres valeurs plus importantes qui redonneraient envie aux jeunes de bouger. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont sur leur canapé et qui font rien. Et puis, à force de petit à petit leur donner des petites motivations, mais juste tout petit, tu te fais du riz à midi tout seul, tu ressors acheter un pain au chocolat, tu retournes faire un petit peu de sport dehors, etc. C'est-à-dire des toutes petites motivations. On leur demande pas un idéal, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'idéal et c'est ça aussi qui leur fait du mal. À force de leur demander des petites choses, ils finissent par reprendre confiance en eux. Confiance en soi, c'est pas je suis le meilleur, c'est j'ai une puissance dans ma vie, je peux faire des choses. Voilà. Si j'ai envie, je peux essayer en tout cas de faire des choses et j'ai le droit de me tromper. Et à force de petites choses comme ça, alors il y a quelque chose de la confiance et de l'espoir qui revient.
et il y a une envie qui revient. Et là, on voit des gamins qui se lèvent à 6h du matin et qui bossent 10 heures par jour. Ouais. Mais c'est pas immédiat, hein, c'est pas magique. Non, il n'y a pas de baguette magique, non, ça n'existe pas. C'est ça, mais ça passe par des petits gestes tels que ceux-ci, des réflexions. Merci beaucoup, La Tentation du repli, Sophie Braun. Merci à vous. Donc c'est aux éditions Mots Conduits. Merci d'être venu ce matin, partager ce moment. Vous pouvez réécouter d'ailleurs en podcast également.